Par les archives de la Securitate, nous savons avec certitude que les hiérarques suivants ont collaboré avec les communistes. Le premier de cette longue liste est Nicolae Corneanu. Si vous vous souvenez, c'est lui qui a cassé Boca. Il est mort en 2014 et était évêque sur la partie de Timișoara et du Banat. C'est lui qui a fait évêque vicaire le patriarche actuel Daniel, dont nous parlerons plus loin. Son dossier montre que Corneanu a pu monter dans la hiérarchie de bord en dénonçant, mettez des guillemets, les ennemis du peuple. En 2008, invité à la dédicace d'une église uniate, il a communié. Mais il a ensuite demandé pardon et a été pardonné, indique le communiqué officiel du patriarcat roumain. Vous voyez, selon les sujets, ils savent demander pardon. Il a été démis de ses fonctions en 2012 par Daniel, sans que l'on sache pourquoi, dans une procédure pas complètement orthodoxe, mais on ne va pas chipoter, vu là où on en est avec ce synode. Passons à Pimen Zainea, le métropolite de Suceava et Radaots. Ce bon Pimen nous a quittés en 2020. Il a attaqué en justice les historiens qui le comptaient parmi les collabos, mais a perdu. Passons à Andrei Andreï-Couț, c'est l'actuel métropolite d'Alba Iulia. En 1978, il avait installé une chapelle secrète de catéchèse pour ses fidèles lorsqu'il était prêtre. Quel dommage qu'il fût en même temps informateur pour la Securitate sous le nom de code de Ionica. Il est condamné après la révolution de 89, mais sa condamnation sera cassée par une pirouette légale du sénateur Dan Voiculescu qui fera passer une loi rendant inconstitutionnel le travail de la commission de recherche sur la collaboration de bord avec la Securitate. Le fait que Voiculescu ait lui-même été un agent de la Securitate n'a probablement rien à voir avec cette décision. En 2014, il a soutenu un candidat de gauche aux élections, Victor Ponta. Andrei Andreï-Couț a demandé pardon pour ses fautes commises sous le communisme. Passons à Vissarion Radaoțeanul. Il est moins connu car c'est un évêque vicaire sur Sibiu. Bor lui a quand même dédié une page de souvenirs sur son site officiel. Il y est dit à quel point il fut un grand homme et un grand hiérarque. Il manque juste sa collaboration avec la Securitate et son nom de code Bobby. Passons à Cassian Crăciun. Il est né en 1955 et il est encore vivant et siège actuellement dans le synode de Bor. Il est évêque dans la zone de Dunării de Jos avec le rang d'archevêque. La Securitate lui avait permis d'aller étudier à l'étranger en échange d'informations et il a ainsi pu réaliser un doctorat à l'université de Strasbourg sur l'icône. Pendant les auditions de la commission d'enquête, il avait déclaré que le passé ne devait pas avoir trop d'importance. Est-ce une politique pastorale disruptive de bord concernant la confession ? Si vous googlez son nom, il est impliqué dans divers scandales sexuels et cela lui vaut le surnom peu enviable de Desfronat qu'on peut traduire en lubrique, un personnage d'une très haute stature morale donc. Terminons cette première liste avec Kalinic Argatu, l'évêque de la zone d'Argeș, et donc davantage connu sous le nom de Kalinic Argeșeanul. Reconnu informateur et collaborateur de la Securitate en 2007, il est blanchi par un jugement en appel en 2008. Il a eu également une carrière politique et fut député pendant 3 ans du parti politique des Révolutionnaires de 89. Si on lit les mentions du verdict de 2008, la cour d'appel déclare que Kalinic a bien collaboré, mais d'une façon inoffensive. En effet, ses dossiers ne disaient pas de mal des gens. Il a ainsi constitué un dossier sur un spirituel roumain connu et apprécié, Arsenie Papacioc. Kalinic avait ainsi écrit dans le dossier de Papacioc, je cite, « Bien qu'il semble inoffensif, il semble qu'il n'oublie pas le passé. » Il faut savoir que Papacioc, qui nous a quittés en 2011, était un ancien légionnaire et qu'il avait même été arrêté par les services d'Antonescu comme soutien à la Légion. Les communistes lui avaient fait passer 4 ans de travaux forcés dans la terrible prison d'Aioud. Papacioc s'était déclaré à plusieurs reprises farouchement opposé à l'œcuménisme pratiqué par les courageux évêques du synode de Bor. Bref, je vous laisse juge de savoir si ce genre de remarques pouvait être nuisible à Papacioc ou pas. Pendant ce temps-là, Kalinic, toujours membre du synode, est lui décoré officiellement par le Vatican, par le nonce apostolique en personne. Ce contraste entre Papacioc le héros et Kalinic le collabo est absolument saisissant.
Il faut savoir que tous ces verdicts de collaboration avec les communistes sont tout à fait officiels. Je ne relais pas des accusations de journaux à scandale, il s'agit des résultats d'une commission d'enquête tout à fait officielle, la CNSAS, Commission nationale pour l'étude des archives de la Securitate. En 2008, et j'en ai parlé précédemment, le sénateur Dan Voiculescu, un conservateur influent, a fait passer des lois pour limiter la capacité d'action de la dite commission. Ceci a empêché la Roumanie de regarder en face son passé et donne une illustration frappante de la qualité actuelle de sa classe politique. Le CNSAS poursuit actuellement sa mission et sort régulièrement des informations issues des archives de la Securitate. On peut légitimement s'interroger sur les obstacles qui sont faits à cette commission. On peut bien évidemment penser à des choses qui sont faites ici ou là. Par exemple, il est impossible que le patriarche actuel, Daniel Chobotea, n'ait pas de dossier à la Securitate. Pourtant, son dossier est introuvable. La théorie la plus acceptée est que son dossier a été détruit en 1989 à la Révolution, et j'en parlerai plus loin. Je vous laisse réfléchir aux implications vertigineuses qui veut que le dossier du patriarche qui sera élu en 2007 soit détruit en 1989. On ne peut que se perdre en conjectures et en théories totalement impossibles à démontrer. Mais on peut considérer qu'il y a une volonté en Roumanie de préserver Bor coûte que coûte. Et ceci par contre peut être pensé. Déjà, il faut accepter, même si cela heurte une conscience orthodoxe bien informée, pour les Roumains, Bor, c'est la continuité d'avec l'Église orthodoxe. Et surtout, c'est la continuité avec 2000 ans de christianisme en Roumanie. Je rappelle que la Roumanie a été évangélisée à l'époque apostolique par l'apôtre André, qui est venu dans la zone du delta du Danube. Les premières communautés chrétiennes sur les terres roumaines remontent aux apôtres. Mais il y a un cadre historique particulier qui est unique à la Roumanie. Si je peux résumer cela simplement, je le ferai ainsi. Il y a deux grandes théories historiques sur la Roumanie, la théorie que je dirais hongroise et la théorie que je dirais roumaine. Ces deux théories divergent sur l'histoire de la Transylvanie au premier millénaire et sur l'origine des populations qui peuplèrent la Transylvanie à cette époque. Pour résumer à l'excès, les Hongrois attestent que lorsqu'ils sont arrivés en Transylvanie au IXe siècle, la zone était vide de tout habitant. Les Roumains, de leur côté, attestent que la région était bien évidemment peuplée et qu'elle l'était par les Ghétodas, peuple qui offre une continuité historique avec les Roumains actuels. L'historiographie hongroise considère que les Roumains qui habitent actuellement en Transylvanie sont des immigrés plus tardifs venus du sud. On comprend bien les implications énormes pour les deux peuples. Selon la version roumaine, les Hongrois sont des envahisseurs et des occupants qui empêchent depuis toujours une unité nationale. Selon la version hongroise, les Roumains ont créé une fable historique et n'ont aucun droit sur un bon tiers de leur territoire. Les éléments archéologiques, génétiques, linguistiques et historiques montrent que la position hongroise est mensongère et fantaisiste. Les avancées scientifiques ont apporté une contribution déterminante pour l'étude de cette controverse. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la mémoire profonde historique de la présence des Roumains en Transylvanie, depuis toujours, depuis avant l'arrivée des conquérants romains et après leur départ, lorsqu'ils s'appelaient les Ghétodas, eh bien cette mémoire était présente quasi exclusivement dans l'Église orthodoxe de cette zone. C'est pourquoi l'Église orthodoxe est quasi constitutive de l'identité roumaine. Bien évidemment que l'on peut avoir la nationalité et vivre paisiblement en Roumanie sans être orthodoxe. Mais ce qu'est la Roumanie est lié à l'histoire de l'Église. C'est pourquoi, consciemment ou inconsciemment, les communistes n'ont pas souhaité ou voulu détruire ceux qui étaient les témoins de ce qu'est la Roumanie. Ils auraient sinon, en quelque sorte, scié la branche sur laquelle ils étaient assis. Ceausescu a joué cette carte, décrivant la Roumanie comme un îlot latin dans un océan slave, lorsqu'il a voulu occuper une place originale et particulière sur le plan international. Pour cela, il avait besoin que Bor puisse témoigner de cette continuité historique entre les Ghétodas d'autrefois et les Roumains d'aujourd'hui. La preuve de la roumanité des populations transylvaines était faite par leur appartenance à la religion orthodoxe. Ce problème empoisonne les relations entre Hongrois et Roumains depuis longtemps, et même pendant le glacis soviétique, cela était un sujet de débat à l'intérieur du bloc communiste. La parution d'un ouvrage d'histoire en Hongrie en 1986, reprenant les thèses de l'historiographie hongroise, a causé un véritable scandale en Roumanie. Et comme les Hongrois sont plutôt catholiques,
les problèmes entre orthodoxes et catholiques ne peuvent pas se départir le plus souvent d'une dimension également nationaliste. Ainsi, il y a peut-être ce ressort inconscient dans la société roumaine. Certes, cette église est une église de branquignoles et d'escrocs spirituels, mais nous ne pouvons pas faire sans eux car ils sont les témoins immémoriaux de ce que nous sommes. Bor jouit ainsi d'un incroyable privilège pour sa continuité, puisqu'elle est identifiée à un élément constitutif de l'identité roumaine. C'est un totem d'immunité tout à fait immérité, mais bien réel. Sous le communisme, il n'y a pas eu un seul patriarche, mais bien trois. Après la mort de Justinian en 1977, c'est Justin Moisescu qui devient patriarche. Il naît en 1910, il termine de brillantes études de théologie à la faculté de théologie d'Athènes. Il étudiera aussi en France et son doctorat porte sur Évagre le Pontique. Dans les années 40, il aura des sympathies légionnaires, ce qui servira de moyen de pression sur lui à partir de l'arrivée des communistes. Il devient donc informateur de la Securitate à partir des années 50. En 1956, il est fait moine et est élevé au rang de diacre par Théoctiste, son futur successeur sur le trône patriarcal. Il devient très vite métropolite de Sibiu et règne donc sur toute la Transylvanie. L'année suivante, il est fait métropolite de Moldavie, ce qui est une façon officieuse pour Bor de le placer comme successeur de Justinian. C'est un voyageur, on le voit aux Indes, aux USA pour des visites officielles et aussi et surtout aux réunions du Conseil œcuménique des Églises. Il est fait patriarche en 1977 et le reste jusqu'à sa mort en 1986. Les archives de la Securitate relèvent un détail amusant, il n'est même pas prêtre lorsqu'il est fait métropolite de Transylvanie. Son ascension fulgurante s'explique par sa docilité face aux communistes et le soutien qu'il apporte lorsqu'il faut casser un prêtre un peu trop scandalisé par les actions communistes. Continuons avec les contrastes. D'un côté, nous avons ce patriarche insignifiant, nommé évêque sans avoir été prêtre, et de l'autre, Gheorghe Calciu Dumitreasa, un prêtre de Bor. Dans l'ouvrage qui est consacré au patriarche, le patriarche Daniel déclare dans la préface « C'était un archipasteur majestueux et sobre comme un voïvode, et dans le silence imposé, un combattant intrépide jusqu'à la mort, comme un pilier au milieu de la tempête. » Plus précisément, lorsque les dictateurs communistes voulurent déplacer le siège du patriarcat de la capitale au monastère de Văcărești, il refusa catégoriquement. C'était une audace difficilement tolérable de la part de Ceausescu. Fin de citation. Ainsi, tout ce qu'on peut trouver au crédit de ce guignol, c'est d'avoir préservé son lieu de représentation et pour ceux qui ont étudié sa vie, de s'être impliqué dans le dialogue œcuménique. Bravo, un conquérant de l'impossible, un guerrier de l'inutile, un hiérarque de l'interdit. Dans tous ses voyages internationaux, il se fit le relais servile de la propagande communiste et de ses appels à la paix dont on connaît la teneur véritable. On ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir réussi à convaincre les dirigeants communistes de ne pas détruire les églises suivantes, le monastère de Cotroceni en 84, l'église d'Alba Postavar en 84 et Doamna Oltea en 86, Saint-Nicolas, Ginica en 86 et l'église du Saint-Vendredi, Erasca en 87. En contraste, donc, je vous propose de méditer la vie du père Gheorghe Calciu Dumitreasa. Sympathisant de la garde de fer, il est arrêté d'abord par les services d'Antonescu en 1942, puis à nouveau par les communistes en 1948. Il passera par l'effroyable prison de Pitești. Il critique le régime à de nombreuses reprises, ce qui lui vaut à nouveau 10 ans de prison en 1978. Le patriarche Justin le réduit à l'état laïque et les interventions répétées du président Reagan permettent de le faire libérer. Il part vivre aux USA, il devient prêtre dans l'OCA, qui ne reconnaît pas la sentence du patriarche. Il sera un infatigable opposant du communisme, prêchant et s'adressant aux Roumains au travers des radios financées par le gouvernement américain, The Voice of America et Radio Free Europe. Il meurt d'un cancer du pancréas en 2006. Il y a eu un résistant et un collabo, contraste effroyable qui rend inopérante toute la prose du patriarche Daniel. Le combattant intrépide n'était clairement pas Justin. Passons à Théoctiste. Avec lui, c'est le retour des homosexuels au patriarcat, chose qui ne s'était plus vue depuis Nicodime. Il naît en 1915, il embrasse le monachisme à 20 ans et gravit lentement les échelons jusqu'à devenir archimandrite d'un monastère en 1946. En 1947, ses positions pro-communistes lui nuisent. En 1947, ses positions pro-communistes lui nuisent dans une église encore dirigée par quelques hiérarques monarchistes.
Près de Justinian Marina, il est défendu par les communistes et est placé à un poste administratif important dans la métropole de Iași. Il devient patriarche à la mort de Justine en novembre 86. Partisan de l'œcuménisme, les catholiques romains et les anglicans sont avantageusement présents lors de son intronisation. Sa compromission avec les communistes était telle qu'à la Révolution, il se retire de son rôle de patriarche et demande à finir ses jours au monastère de Sinaia. En janvier 90, très peu de temps après la Révolution, le synode se réunit et lui demande de revenir sur sa décision. Il sera le premier patriarche orthodoxe à recevoir une visite officielle du pape, à l'époque Jean-Paul II, après la chute du communisme. Il meurt en 2007 après une opération de la prostate. Les circonstances de la Révolution et comment la foule de Bucarest fut amenée à scander « Théoctiste antichrist » méritent d'être relatées. Après la chute de Ceausescu, c'est la liesse. Théoctiste fait un prêche où l'ancien dictateur est comparé à Hérode. Mais la foule découvre aussi dans un organe de propagande communiste un message de félicitations que Théoctiste avait adressé au dictateur pour le féliciter de la répression qu'il avait conduite à Timișoara au tout début de la Révolution, mais avant la chute du régime. Les maladroits défenseurs de l'honneur de bord arguent qu'il s'agissait d'un message pour le dictateur, mais sans référence à cette répression. Laissons cette méprisable casuistique de côté. Théoctiste sent le vent tourner et démissionne de son rôle de patriarche et part pour Sinaia. Le synode accepte en janvier 90, mais en avril 90, le même synode change d'avis et lui demande de revenir sur le trône. Il accepte, et c'est un soulagement, car ce fut un grand hiérarque proche du peuple. Par exemple, lorsqu'il était à Iași, dans l'administration de la métropole, il utilisait l'argent de l'Église pour financer le club de foot local. Cela montre bien évidemment son refus de vivre dans le luxe et sa compréhension fine des besoins véritables des croyants. Une bonne équipe de foot aide indiscutablement à gagner son ciel, c'est connu. C'est pendant cette période de suspense insoutenable, où Bor était sans patriarche, qu'un métropolite de Transylvanie, monseigneur Antonie Plomadeale, pour lequel on a découvert ensuite qu'il avait un haut grade dans la police politique et avait demandé à Ceausescu le grade de colonel dans la sécurité. Cet évêque donc a fait cette stupéfiante déclaration qui servait d'introduction à ma première vidéo. Nous avons choisi de ne pas être des martyrs. C'était un choix tactique que de parier sur la survie et sur le fait qu'à un moment donné, un jour, une libération du communisme pourrait survenir, mais d'ici là, l'Église devait continuer pour que les églises ne soient pas fermées comme en Russie, pour que l'Église ne soit pas complètement détruite comme en Albanie, et pour protéger autant que possible les prêtres et les fidèles des persécutions directes. Fin de citation. Les évêques du synode de Bor, donc, ont eu le courage de n'en avoir aucun. Ils ont refusé de porter leur croix, et rien à leurs yeux n'est plus chrétien que cela. S'ils n'avaient pas été évêques, ils auraient pu faire une grande carrière à Hollywood, car Théoctiste arrivait à déclarer sur les destructions d'églises avec des larmes dans les yeux. Nous en avons fabriqué de nouvelles, mais celles qui se sont effondrées ont disparu. Et les multitudes de prêtres qui remplissaient les prisons communistes, prêtres, évêques, enseignants et croyants de notre Église, nous avons eu d'énormes difficultés, je peux dire, insurmontables, et maintenant nous versons des larmes pour eux, et nous devons prier et nous souvenir d'eux. Fin de citation. Quand on évoquait son rôle comme informateur de la police politique communiste, c'était davantage la colère qui venait que l'émotion, de façon assez étonnante. Bref, ce synode de lâche a théorisé le pourquoi de sa compromission avec Satan. En fait, il a fait ce que nous faisons tous lorsque nous péchons, mais que nous ne reconnaissons pas nos péchés lorsque nous cherchons toutes les excuses du monde. Mais maintenant, c'est à chacun de se poser véritablement la question suivante, question qui est valable pour toutes les églises ayant traversé l'époque communiste. Si le synode continue après la chute du communisme, si le patriarche reste le même, si les évêques dont on découvre qu'ils étaient parfois officiers dans la police politique restent évêques dans ce synode, c'est que l'on a un synode qui ne reconnaît pas ces immenses fautes, qui ne les corrige pas, qui ne s'amende pas. Le minimum du minimum était une purge. Les évêques qui avaient failli auraient dû nommer évêques des moines non compromis et laisser le synode repartir sur des bases saines. Mais les membres gangrénés n'ont jamais été coupés, la pourriture demeure. Comment pouvez-vous suivre et reconnaître
une quelconque autorité spirituelle à ce synode. C'est un mystère qui dépasse l'entendement. Mais ce n'est pas fini. Il nous faut maintenant étudier Bohr après le communisme, car il n'y a pas que le relativisme par rapport aux collaborateurs qui pose question. Certains pourront toujours considérer que Bohr n'était pas libre de ses mouvements et que l'action de ses évêques ne peut pas lui être imputée. Cette perception manque cruellement de profondeur théologique, mais essayons un raisonnement par l'absurde. Oublions un moment qu'aucune métanoïa n'a été faite. Oublions les lâchetés, les compromissions. Regardons le bilan de Bohr depuis 1989. Le nerf de la guerre est la stature des prêtres et le sérieux de leur formation, et le sérieux de leur suivi par la hiérarchie. La première pièce au dossier est le cas de l'exorcisme du monastère de la Sainte Trinité à Tanakou en 2005. Une moniale qui était atteinte d'une maladie mentale est morte à la suite d'un exorcisme. Le prêtre Daniel Petru Corogeanu, ainsi que les autres moniales du monastère, ont conduit l'exorcisme de la façon suivante. Ils ont attaché la pauvre moniale, Irina Cornici, sur une croix de bois pendant 3 jours, sans nourriture et sans boisson, prenant ses crises de schizophrénie violente pour des manifestations d'infestation diabolique. Ils l'ont laissé ainsi, ce qui a probablement conduit à une combinaison fatale de souffrances physiques, psychologiques et de déshydratation. Le rôle de l'Église est bien évidemment de prendre soin des plus faibles, des plus blessés par l'existence. Ici, ce prêtre et les moniales ont fait l'exact inverse. J'avais constaté moi-même, en échangeant avec un starets de Roumanie évoluant dans Bohr, qu'il n'avait pas la connaissance de la distinction entre le psychique et le spirituel. Ce hiéromoine donnait une conférence sur le carême et son action sur le corps et l'âme. Je lui avais demandé pourquoi il laissait l'esprit de l'homme de côté et qu'il ne concevait pas l'action du carême sur son esprit. Ainsi, la plupart des gens de Bohr, pauvrement formés, ne connaissent pas l'anthropologie tripartite de l'homme, corps, âme, esprit, et ne savent donc pas qu'il peut y avoir des problèmes psychiques qui ne sont pas des problèmes spirituels. De plus, il s'est mêlé à cette ignorance très bien partagée une inhumanité cruellement coupable. Condamné à 7 ans de prison en 2008, Corogeanu a été libéré par la justice roumaine en 2011. Nous n'avons pas à commenter cette décision des tribunaux roumains. L'évêque qui suivait ce prêtre et le monastère est l'évêque Ioan Selejan. Monseigneur Ioan est toujours dans le synode roumain et bénéficie même d'une réputation plutôt positive. Cette sombre affaire a tout de même empêché Monseigneur Ioan de devenir métropolite de Iași. Il est actuellement métropolite du Banat. Nous voyons ici, dans ce cas certes extrême, que le fait que Bohr soit doté d'un synode qui ne remplit pas son rôle peut avoir des conséquences tragiques. Ce qui est le plus commun est la somme des conseils spirituels donnés sans connaissance et sans clairvoyance. Combien de gens rentrent de confession, de discussions avec des conseils absurdes donnés par des gens sans autorité spirituelle véritable. Mais la plus grande motivation pour les hiérarques d'occuper les fonctions qui sont les leurs reste bien évidemment l'argent. Théodosier de Tomiš est le plus emblématique de cette catégorie, c'est l'évêque de Constanța. Il a été accusé de détournement de fonds européens qui devaient originellement servir à la restauration de monastères et a aussi été impliqué dans une affaire de corruption pour les admissions irrégulières au séminaire théologique de Bucarest. La position de prêtre en Roumanie, si vous êtes dans une grande ville avec une communauté importante, peut être très lucrative. Les gens n'ayant pas les qualités sont ainsi parfois très motivés pour néanmoins devenir prêtres. Théodosier était donc soupçonné de permettre, contre rémunération, de pouvoir devenir prêtre à ceux qui s'acquittaient de cette taxe particulière. Dans ces 2 affaires, il a été blanchi 2 fois par le tribunal. Ses relations très proches avec les milieux politiques de gauche n'y sont bien évidemment pour rien. Le fait qu'il ait une résidence somptueuse et des voitures de luxe n'a rien à voir avec tout cela, et c'est probablement la piété du troupeau de cet évêque qui a voulu le voir arriver à la liturgie en voiture de luxe. Théodosier est un évêque bulldozer. Il n'a pas hésité à détruire des vestiges archéologiques inestimables avec des tombes paléochrétiennes datant du VIe siècle avant notre ère, afin de faire construire des lieux de culte pour Bohr. Théodosier est toujours évêque actuellement dans le synode de Bohr. Théophane Savou, le métropolite Théophane Dolteni, lui, a créé des monastères n'existant que sur le papier pour récolter les budgets nationaux. Ou pour être plus précis, il fait passer des bâtiments
pour des monastères tels que des séminaires ou des centres diocésains. C'est le journal Adévaroul qui a révélé le montage financier. Le métropolite Théophane est toujours métropolite actuellement dans le synode de Bord. Le précédent métropolite de Suceava, qui le resta jusqu'à sa mort, vendait quant à lui du tabac et de l'alcool, ce qui est bien avec Bord, et que vous avez un service complet. Ils vous vendent de quoi vous faire une dépendance, et ensuite ils vous accompagnent pour vous sortir des problèmes de dépendance. Ceux qui ne sont pas intéressés par l'argent le sont généralement par le sexe. On donnera les exemples de l'évêque Corneliu Borladeanu, élu évêque de Ouche en 2009. Décidément, Ouche attire les tordus. C'est en 2017 qu'éclate le scandale du séminaire, où des vidéos le filment dans des actes sexuels explicites avec des séminaristes. Devant le tollé général en Roumanie, l'évêque a dû démissionner, ce qui avait été demandé par le synode. Il y a eu également une enquête pénale pour voir si les actes étaient consentis, et la justice roumaine n'a pas pu prouver d'actes imposés. Même si les actes ne sont pas imposés, ce n'est pas une église orthodoxe, c'est un cloaque pestilentiel. Autre exemple, toujours en 2017, avec le père Christian Pomohac, qui fut enregistré par un mineur de 17 ans alors qu'il lui faisait des avances à caractère sexuel. L'affaire a amené d'autres victimes à témoigner. De façon étonnante, Pomohac a été condamné à l'issue de l'enquête pour détournement de fonds, comme quoi ma distinction est quelque peu artificielle. On peut, chez les personnes en position de pouvoir, aimer et l'argent et le sexe. À la fin, je ne pense pas me tromper en disant que Pomohac n'a jamais été condamné pour avoir fait des avances à un mineur. Bord l'a réduit à l'état laïque, ce qui est le moindre qu'elle pouvait faire. Ici, il ne faut pas croire à une augmentation des cas, mais plutôt à l'amélioration des capacités technologiques et aux réseaux sociaux. Il a été possible d'enregistrer et de filmer en 2017, ce qui n'était pas possible auparavant. Ce qui était impossible à publier avant devient maintenant accessible aux victimes de ces prédateurs. Mais l'on peut légitimement croire que Bord est plein de ces prédateurs financiers et sexuels, juste parce que l'Église est un lieu intéressant pour ce genre de profil psychologique. Mais finalement, on pourra me dire que tous ces déviants sont des brebis galeuses, chose inhérente à n'importe quelle organisation d'une taille significative. Dans toutes les armées, il y a des lâches, dans toutes les entreprises, il y a des cadres incompétents, et donc dans les grandes églises, comme celle de Roumanie, de temps en temps, on a un évêque véreux, un prêtre qui aime les jeunes hommes, ou un recteur de séminaire qui est corrompu. Cela ne devrait pas entacher tout l'ensemble. Bien que l'Église soit fondamentalement à part de toutes les structures qui réunissent des hommes dans un but commun, acceptons le principe. Essayons de prendre du recul et de la hauteur pour essayer de comprendre la mutation post-communiste et surtout pourquoi cette Église, si on lui trouve des circonstances atténuantes pour les épreuves du passé, n'est toujours pas un lieu où cheminer véritablement et sérieusement en Christ. Et pour comprendre Bord d'après 89, vu que nous avons une Église qui suit systématiquement le pouvoir, il faut comprendre la réorganisation politique d'après la Révolution. Après 89, la vie politique s'est cristallisée autour de trois blocs. La gauche, qui a d'abord eu le pouvoir, une droite qualifiée d'extrême, et un centre otanien, atlantiste et européiste. Le premier homme fort de la Roumanie, c'est Ion Iliescu. À l'heure où cette vidéo est montée, il est toujours vivant. Il est né en 1930 dans une famille très à gauche qui avait participé à la guerre d'Espagne du côté des communistes. Il rentre au Parti communiste à 35 ans, sous l'ère Ceausescu, et s'occupe à un très haut niveau de responsabilité de l'enseignement et de la santé. Petit à petit, il s'attire la défiance de Ceausescu, mais sans pour autant être considéré comme un opposant politique. Il n'est pas mis en prison ou torturé, mais ses divergences d'opinion avec le dirigeant roumain sur les options politiques et économiques lui valent d'être placardisé. Sa marginalisation commence environ en 71 et se poursuit jusqu'en 89 où il n'est plus que le directeur d'une maison d'édition technique. Il reste néanmoins proche des cercles de pouvoir. Une des théories les plus intéressantes pour percer les mystères de la Révolution en fait un agent du KGB russe aligné sur Gorbatchev et sa perestroïka. La Révolution serait en fait un coup d'État russe pour ramener la Roumanie dans le giron russe et faire cesser l'isolationnisme roumain voulu par Ceausescu. Un concours de circonstances historiques a voulu que le coup se déroule en même temps que l'effondrement total du bloc communiste, et qu'il prenne alors une direction totalement inattendue et non anticipée. Après une zone de flou où se reconstituent des partis politiques, ont lieu des élections présidentielles en mai 90 où il est élu pour 2 ans.
En 91 est promulguée la nouvelle constitution roumaine, qui est encore aujourd'hui la constitution de l'État roumain. Il est réélu en 92 pour un nouveau mandat de 4 ans. Il perd le pouvoir présidentiel au profit d'Emile Constantinescu entre 1996 et 2000, puis est réélu en 2000 jusqu'en 2004. En plus d'avoir aligné la Roumanie sur l'OTAN et les USA, Iliescu reste dans l'histoire comme l'homme de l'amnistie des événements de la Révolution de 89. En 90, il décrète l'amnistie de tous les miliciens et soldats fidèles au régime Ceausescu qui ont battu ou tué les révolutionnaires. Le plus emblématique est le lieutenant de la Securitate de Timișoara. Il amnistie en même temps tous les actes illégaux commis par les révolutionnaires. Puis l'amnistie s'étendra à tous les dignitaires communistes impliqués dans la répression de la Révolution. Constantinescu donnera aussi une grâce présidentielle à un responsable communiste emprisonné. Rappelons que la Révolution a fait en tout 1104 morts et 3321 blessés. Peut-être cette grâce était-elle nécessaire à la société roumaine à cette époque pour avancer. C'est un sujet qui est encore aujourd'hui débattu et qui est vu comme une des choses controversées relativement à l'action d'Iliescu. La société roumaine n'a malheureusement jamais pu faire le procès du communisme, le procès de ces années, et rendre une forme de justice. D'une certaine façon, peut-on reprocher à Bor de ne pas avoir fait ce que la société roumaine avait été incapable de faire ? Les Roumains étaient finalement mal placés pour exiger de leur Église ce dont ils étaient eux-mêmes incapables. Il semblerait que, dans l'esprit d'Iliescu, et peut-être dans celui de beaucoup de Roumains, le procès du couple Ceausescu était finalement le seul procès nécessaire et suffisant. Rappelons qu'Iliescu fut directement impliqué dans cette parodie de procès. Ce procès est emblématique de tout ce qui est problématique dans cette transition politique et dans cette révolution. Rien n'est fait dans les règles et la justice élémentaire est bafouée. On ne regarde pas son passé en face et on ne dit pas les choses. Dans cette façon de faire, Bor a été totalement à l'unisson de la société roumaine. On ne regarde pas son péché, on essaye de l'oublier, on se donne toutes les excuses du monde et on essaye d'avancer. D'un certain point de vue, c'est compréhensible et même parfois recommandé, mais là, c'est de l'Église dont on parle. Enfin, de ce qui est censé être l'Église, car, je le répète, depuis l'élection de Miron Christea à la tête du synode, ce n'était plus l'Église, et les actions de Bor n'ont cessé de le prouver. Le rôle d'une Église dans une société, c'est de christianiser toujours plus cette société. Vous imaginez si tout ou partie des évêques étaient sortis dans une déclaration publique en disant « Nous avons péché pendant cette épreuve que le Seigneur a voulu nous faire vivre, nous n'avons pas été dignes de notre mission, nous avons refusé de porter notre croix, nous avons eu peur du martyre. De nouveaux évêques dignes et sérieux auraient été nommés et l'Église roumaine serait sortie par le haut. » Mais qu'avons-nous constaté ? L'exact contraire. La lâcheté a été théorisée, la compromission a été conceptualisée théologiquement, comme si pour exister, une église avait besoin d'un homme en blanc dans une cathédrale située dans la capitale. Et quel rapport ? L'église n'est véritablement libre que lorsqu'elle est persécutée. C'est tout son paradoxe d'ailleurs, et cela permet de clarifier les choses. Encore faut-il qu'elle n'accepte pas de collaborer avec le persécuteur. Les premiers chrétiens déclaraient « non possumus » pour ne pas se compromettre avec l'adversaire. Si on pouvait donner un nom à Bor, ce serait l'église possumus, l'église qui peut, ce qu'elle ne doit pas. Aujourd'hui, une partie de Bor renoue timidement avec la pensée que la société démocratique marchande qualifie d'extrême droite. Les particularités roumaines fragmentent de façon importante les tenants de l'extrême droite. Il y a ceux qui se veulent successeurs de Codreanu et qui se qualifient de néo-légionnaires mais qui refusent l'étiquette de fascistes. Il y a ceux qui veulent réhabiliter le maréchal Antonescu et enfin il y a les monarchistes. Ces trois groupes sont extrêmement divisés et parfois antagonistes. Les légionnaires se souviennent d'avoir été détruits par Antonescu. Les légionnaires et les partisans d'Antonescu se souviennent de façon incriminante et quelque peu injuste que le roi Michel Ier a donné la Roumanie aux soviétiques. Staniloae, avant sa mort en 1993, écrivit de nouveau dans les revues légionnaires. On peut donc conjecturer que cela était véritablement là ce à quoi il croyait du point de vue politique. Dans ces revues de droite, on peut y lire une franche opposition à toutes les sectes néo-protestantes, mais aussi au New Age, aux grandes organisations internationales, au Conseil œcuménique des Églises, à la franc-maçonnerie, etc. Et tout ceci est très bien et parfaitement orthodoxe, mais une fois de plus, cela montre un trait de caractère assez inconsistant et frivole. Pourquoi rester avec un synode qui continue à participer au Conseil œcuménique des Églises ? Pourquoi rester avec un synode si accueillant et bienveillant avec la franc-maçonnerie ? Pourquoi rester avec un synode qui multiplie les rencontres constructives avec les grandes organisations internationales ? Lorsque Staniloae et ses comparses
écrivent dans des journaux d'extrême droite pour dénoncer tout cela, et qu'aux liturgies, ils commémorent un évêque qui fait exactement le contraire, on est encore en droit de se demander si tout ceci est bien sincère, ou si les Roumains considèrent illusoire le fait d'avoir jamais des évêques dignes de ce nom. Attitude extravagante si l'on considère l'histoire de l'Église sous la Haute Antiquité. 95% des grands héros de l'Église étaient des évêques, c'est systématique. En Roumanie, quelle est cette malédiction qui veut que les évêques soient toujours ce qu'il y a de plus médiocre? Si vous regardez les saints récemment proclamés par le synode, il n'y a pas un seul évêque. C'est tout à fait symptomatique de quelque chose. Et vous connaissez le proverbe, le poisson pourrit toujours par la tête. Alors quelle est cette église bizarre où les personnes vues comme des grands spirituels sont en fait des moines, des simples moines, rarement des higoumènes et jamais des évêques? Ici, un bloc se veut le défenseur de l'orthodoxie, mais ils mettent en avant le moine Ilie Cléopas, très apprécié en Roumanie, qui fait partie des 16 nouveaux saints, moine qui a défendu bec et ongle le changement de calendrier des francs-maçons contre l'orthodoxie véritable. Ici, un autre blog qui recense les violations canoniques liées aux prières communes et qui fustige l'œcuménisme, mais qui est réalisé par quelqu'un qui reste malgré tout lié à bord. Est-ce que le peuple roumain entier a perdu la notion d'évêque? Est-ce que le peuple roumain entier croit dans le conte pour enfants du combat de l'intérieur?